Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce soir, je vais vous lire La Colo de la Peur. C'est un tout nouveau livre que j'ai acheté parce que je l'ai fait à la suite. Donc le numéro ici 10 et 11, je ne les avais pas dans la collection. Et jusqu'au numéro 9, je les avais déjà lus à ma copine. Donc j'avais un petit peu encore des souvenirs, des histoires au fur et à mesure que je vous les lisais. Mais ici, La Colo de la Peur, je ne l'ai jamais lu, donc ça va être quelque chose d'aussi, une découverte aussi pour moi. J'espère qu'il est cool, il a l'air en tout cas. Vous de votre côté, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés pour écouter cette histoire avec moi. Nous sommes bientôt 200 sur la chaîne, je vous en suis extrêmement reconnaissant, ça fait extrêmement plaisir. Il y a 2 fois extrême, donc ça veut dire que je suis vraiment content. Pour les 200 abonnés, quand on arrivera vraiment à 200 abonnés, je ferai plutôt une vidéo blabla pour que vous puissiez apprendre à me connaître un peu plus. En fait, me connaître tout court, hein, parce que vous ne me connaissez pas. Et en même temps, je vous proposerai un petit concours pour vous faire gagner un petit quelque chose, mais je vous le ferai savoir quand nous serons justement 200, et donc j'ai hâte d'y être. Alors ici, nous n'avons pas besoin d'un résumé du livre, parce que je ne l'ai toujours pas commencé, donc on va commencer tout de suite. Je vous souhaite, comme d'habitude, une bonne écoute. Le nez appuyé contre la vitre, je contemplais les collines rouges qui ondulaient au loin sous un ciel si lumineux qu'il en paraissait jaune. L'autocar cahotait sur une route étroite, à demi défoncée, bordée d'arbres tordus, blanchis par la poussière. L'endroit était totalement désert. Cela faisait près d'1 heure et demie que nous n'avions plus dépassé la moindre habitation. À chaque secousse, nous retombions durement sur les sièges de plastique bleu et le véhicule résonnait de rires et de cris stridents. Le chauffeur n'arrêtait pas de grommeler et de menacer de nous faire descendre, mais personne n'y prêtait attention. De mon siège, à l'angle de la banquette arrière, je pouvais compter les passagers. 28 garçons et 4 filles, en route pour un camp de vacances. Les garçons se rendaient au camp de la pleine lune. Les filles, elles, rejoignaient un autre camp, non loin du nôtre. Les filles s'étaient installées ensemble sur les sièges avant et bavardaient tranquillement, tournant la tête de temps à autre pour nous jeter un coup d'œil. Nous, les garçons, étions autrement plus bruyants. Nous ne cessions de pousser des cris d'animaux, de lancer des blagues idiotes qui nous faisaient hurler de rire. On avait une longue route à faire, mais on s'amusait drôlement bien. À côté de moi était assis un nommé Mick, un garçon grassouillet avec une tête de gentil bulldog hérissé de cheveux noirs et drus, coupés très courts. Mick était plutôt du genre silencieux, intimide probablement. C'était la première fois qu'il partait en camp de vacances, m'avait-il expliqué, et il n'avait pas l'air dans son assiette. Pour moi aussi c'était la première fois, et je devais bien admettre que papa et maman me manquaient déjà un peu. Malgré mes 12 ans, je n'avais encore jamais vraiment quitté la maison. Là, dans cet autocar, je faisais le clown comme les autres, mais je sentais monter une espèce de vague à l'âme. C'était bien ce que devait ressentir Mick, lui aussi. Il se pencha vers la vitre, fixant les collines rouges qui défilaient au loin. « Ça va, Mick » demandai-je. « Ouais, ça va, Axel. » Je pensais de nouveau à mes parents. Ils m'avaient paru si graves avant le départ de l'autocar. Peut-être se faisait-il du souci de me voir partir seul comme ça, pour la première fois. « Nous t'écrirons tous les jours, mon grand, » avait promis papa. « Fais de ton mieux, mon chéri, » avait ajouté maman en me serrant dans ses bras un peu plus fort que d'habitude. Je continuais de me demander pourquoi elle n'avait pas dit plutôt « Amuse-toi bien » ou quelque chose de ce genre. Pourquoi donc avait-elle dit « Fais de ton mieux » ? Ça me semblait bizarre. Fait-on ce genre de recommandation à quelqu'un qui part en camp de vacances ? Mais c'est vrai que j'ai toujours tendance à me poser des tas de questions pour rien. Les 2 seuls garçons avec lesquels j'avais fait connaissance en dehors de Mick étaient assis sur les sièges devant nous. Le premier, un grand brun aux cheveux longs, s'appelait Colin. Les yeux dissimulés derrière des lunettes miroirs, il jouait les durs, dénouant et renouant indéfiniment le foulard rouge qui lui enserrait le front. À côté de lui, un costaud aux yeux bleu clair nommé Tom se vantait de ses exploits sportifs en faisant rouler les muscles de ses bras, surtout quand les filles se retournaient. Depuis le début du trajet, il se bousculait, s'envoyait des bourrades et se lançait des vannes. Le but de Tom était visiblement d'attirer l'attention des filles. De temps à autre, il interpellait une jolie blonde assise près de la fenêtre. « Hé, toi, la fille à la queue de cheval, comment tu t'appelles » Elle commença par l'ignorer, puis se retourna. « Je m'appelle Vera, » répondit-elle. Et désignant sa voisine, une rouquine aux cheveux bouclés et aux yeux malicieux, elle ajouta « Elle, c'est ma copine Ella. » Ça alors,
plaisanta Tom. Moi aussi je m'appelle Vera. La bande des garçons éclata de rire, mais la vraie Vera ne sourit même pas. Enchantée, Vera, répliqua-t-elle, et elle lui tourna le dos. Une fois de plus, l'autocar rebondit dans un nid de poules, nous projetant tous les uns sur les autres, ce qui fit redoubler les hurlements. « Hé Axel, regarde !» s'écria soudain Mick, en désignant quelque chose derrière la vitre. Cela faisait un bon moment qu'il n'avait pas dit un mot. Je me penchai pour regarder. « Il me semble avoir vu une drôle de bête, » ajouta-t-il, les sourcils froncés. « Ah, tu crois ?» Je fouillai du regard les rares bouquets d'arbres nains et les rochers rouges aux arêtes aiguës, mais je ne vis pas l'ombre d'un animal. « Il a disparu derrière les rochers, » dit Mick. Puis il se tourna vers moi. « Tu as aperçu, toi, une maison ou une ferme ?» Je secouai la tête. « Non, je n'ai vu que le désert. » Mick paraissait inquiet. « Je pensais, » insista-t-il, « que notre camp devait être à proximité d'une ville ?»« Je ne crois pas, répondis-je. Papa m'a expliqué que le camp était installé de l'autre côté du désert, dans les bois. » Mick resta silencieux un moment. « Mais alors, si on veut téléphoner chez nous ?»« Il y a sûrement un téléphone au camp, affirmai-je. » Dans les rangées du milieu, deux garçons entamèrent une chanson sur un air connu, mais en transformant les paroles à leur manière. Inutile de préciser que leur manière était quelque peu grossière. Les autres s'empressèrent de reprendre le refrain. Soudain, l'autocar stoppa dans un horrible grincement de frein, et je fus projeté violemment contre le siège de devant. « Aïe !» Le chauffeur se leva. Un cri d'horreur nous échappa quand il tourna vers nous son visage. Sa tête était devenue énorme. Sa peau était blême, parcourue de boursouflures hideuses. Ses yeux rougeoyaient au fond d'orbites verdâtres et des crocs luisants pointaient sous sa lèvre retroussée. Dans l'étrange silence qui suivit le hurlement d'effroi, le chauffeur renversa en arrière sa tête monstrueuse, émettant une sorte de long feulement, un cri affreux, inhumain. L'horrible cri résonnait encore dans mes oreilles. Je plongeai à terre, tentant de me dissimuler derrière le dossier du siège de devant. Mick en avait fait autant, et je l'entendis chuchoter. « Il est devenu un monstre !» Un rire triomphant éclata alors. Je risquai un coup d'œil prudent, juste à côté pour voir notre chauffeur empoigner à deux mains l'espèce de tignasse verdâtre qui lui couvrait le crâne et retirer d'un geste brusque le masque de caoutchouc dont il s'était affublé. En dessous apparut un visage tout à fait normal, fendu d'un large sourire. « Vous y avez cru, hein ? Ça marche à tous les coups. » Quelques-uns d'entre nous se mirent à rire, mais la plupart étaient encore sous le choc et n'avaient pas vraiment l'air de trouver la plaisanterie très drôle. Le chauffeur reprit brusquement son sérieux et lança « Terminus, tout le monde descend !» Les portes automatiques s'ouvrirent en chointant. Les questions se mirent à fuser de tous les côtés. « Où on est ? On est arrivé ? Où est le camp ?» Le chauffeur ne sembla même pas entendre. Jetant son masque sur le siège, il sauta à terre sans répondre. Je collai mon nez à la vitre, mais ne vis rien que des kilomètres de désert rouge dont émergeait seulement la forme déchiquetée des rochers. « Pourquoi nous fait-il descendre ici ?» s'inquiéta Mick, penché à côté de moi. Dans sa voix, il y avait comme de l'angoisse. « Tu ne trouves pas que c'est un joli coin pour un camp de vacances ?» dis-je, tentant de plaisanter, mais ça ne le fit pas rire. Comme nous étions à l'arrière, nous descendîmes les derniers. Je dus plisser les yeux tant le soleil était éblouissant. L'autocar était arrêté sur une sorte de parking. Tout autour, il n'y avait que du sable parsemé de rochers et de maigres buissons desséchés. « Ça doit être un point de rencontre ou quelque chose comme ça, » dis-je à Mick. Les mains dans les poches de son short, il ne répondit pas. L'air angoissé, il creusait le sable à petits coups de talon. À l'autre bout du parking, Tom avait déjà entamé une partie de lutte avec un garçon que je ne connaissais pas. Les 4 filles continuaient de bavarder tranquillement à l'ombre de l'autocar, tandis que Colin et quelques autres, alignés un peu plus loin, organisaient une compétition de lancer de cailloux. Le chauffeur avait ouvert la soute à bagages et en sortait nos sacs, les déposant en tas sur le sol. Mick s'approcha, les mains toujours enfoncées dans ses poches. « Où sommes-nous » demanda-t-il. « Pourquoi on descend ici ?» Le chauffeur retirait du fond de la soute une lourde malle contenant du matériel et ne lui prêta pas la moindre attention. Mick répéta sa question. L'homme ne sembla même pas l'entendre. Mick revint vers moi en traînant les pieds, les sourcils froncés. Personnellement, je trouvais bien cet endroit un peu bizarre, mais je ne me sentais nullement inquiet. Le chauffeur, qui continuait de débarquer tranquillement nos bagages, avait l'air de savoir ce qu'il faisait. « Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas répondre ?» s'inquiéta Mick. « On dirait qu'il n'écoute même pas la question. »
Son angoisse avait quelque chose de contagieux qui commença à me mettre mal à l'aise. Je le laissai ruminer dans son coin et me dirigeai vers le groupe des filles. En me voyant approcher, Vera me sourit. Avec ses cheveux blonds illuminés par le soleil, je la trouvais vraiment jolie. Grimaçant à cause de la lumière trop vive, son amie Ella me dévisageait. « Tu viens du centre-ville » me demanda-t-elle. « Non, dis-je, je suis de Médoc. C'est au nord, pas loin de la baie. »« On sait où est Médoc. » Cette réplique les fit toutes éclater de rire, et je me sentis rougir. « Comment tu t'appelles » reprit Vera. « Axel. »« Axel » s'exclama-t-elle. « C'est le nom de mon canari. » Nouvel éclat de rire. Je décidai de changer de sujet. « Et vous, dans quel camp allez-vous » ? « Au camp de la pleine lune. Il y en a un pour les filles et un pour les garçons. Les autres filles sont parties hier, mais comme il n'y avait pas assez de place dans l'autocar, nous avons pris celui-ci. »« Où est le camp des filles ?» demandai-je. « Est-ce qu'il est près d'une autre ?»« On ne sait pas exactement où il est, » expliqua Vera. « C'est la première fois qu'on vient. »« Moi aussi, dis-je. Je me demande bien pourquoi on nous a fait descendre ici. » Les filles haussèrent les épaules. Je vis Mick qui cherchait à me rejoindre, toujours aussi anxieux, et je fis quelques pas vers lui. « Regarde, dit-il en désignant l'autocar. Tous nos bagages sont sortis. » Je me retournai juste à temps pour voir le chauffeur refermer les portes de la soute. « Mais enfin !» cria presque Mick. « Pourquoi nous a-t-il fait descendre dans ce coin perdu? Est-ce que quelqu'un d'autre doit venir nous chercher? »« Je vais me renseigner. Attends-moi ici. » Je me dirigeai au petit trot vers notre chauffeur, qui essuyait son front couvert de sueur avec sa manche, debout près de la portière. Me voyant venir, il grimpa vivement dans son véhicule et se glissa derrière le volant. Je m'approchai encore et lui lançai. « Est-ce que quelqu'un doit venir nous chercher ?» La portière se ferma en chointant sous mon nez. Le moteur rugit et je sentis l'odeur âcre de la fumée sortant du pot d'échappement. Je tambourinai des 2 poings sur la vitre. « Hé, attendez !» Mais je dus faire un saut en arrière car l'autocar venait de démarrer dans un crissement de pneus. « Dis donc, vous !» criai-je furieux. « Vous voulez m'écraser ou quoi ?» Je restais là, regardant le véhicule faire demi-tour et disparaître sur la route dans un nuage de poussière. Puis je me retournai cherchant Mick des yeux. Il était resté près des filles, et je vis qu'elle faisait une drôle de tête, elle aussi. « Il nous a laissés ici !» s'exclama-t-il quand je les rejoignis. « Il nous a laissés ici tout seuls, au milieu de nulle part. » En silence, nous regardions l'autocar disparaître vers l'horizon qui s'assombrissait. Je remarquai soudain que le jour baissait doucement. C'est alors que des bêtes se mirent à hurler. « Vous avez entendu ?» bégaya Mick. Les cris semblaient venir de l'autre côté du parking et je crus d'abord que c'était une plaisanterie de Colin et sa bande. Mais quand je vis leur tête effarée, je compris tout de suite qu'ils n'étaient pas dans le coup. Les hurlements reprirent, plus proches. Je n'avais jamais entendu de cris pareils, des cris à vous faire froid dans le dos. Et peu après, surgissant de derrière les rochers, je les vis approcher, toute une meute de bêtes au pelage rouge, au long corps efflanqué, galopant sur le sable si souplement qu'elles paraissaient portées par le vent. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» cria Mick en se serrant contre moi. « Est-ce que ce sont des chiens sauvages ?» balbutia Vera. « J'espère que non !» s'écria Ella. Instinctivement, nous nous étions tous rassemblés derrière le tas de sacs et de valises comme derrière un rempart. Les bêtes se rapprochaient, levant de temps à autre leurs longs museaux pour lancer leurs sinistres hurlements. « Au secours !» cria Mick, terrifié. Près de moi, Colin tenait encore dans ses mains 2 pierres plates. Il s'écria « Ramassez des cailloux, les gars, on va tâcher de leur faire peur !» Les bêtes s'étaient arrêtées à quelques mètres de la plateforme. Je les voyais bien maintenant. Mais je n'aurais su dire ce que c'était exactement. Des sortes de chiens sauvages, des créatures sorties du désert. Leurs pattes étaient garnies de griffes acérées et leurs babines retroussées révélaient une double rangée de crocs tranchant comme des poignards. Mick s'était mis à trembler convulsivement. « Non, non !» répétait-il dans une espèce de sanglot. Les autres se taisaient, immobiles. J'aurais voulu crier, mais ma bouche était sèche comme du coton. J'aurais voulu courir, faire quelque chose, n'importe quoi. Mais j'étais terrifié. Les bêtes avançaient lentement à présent. Elles atteignirent le parking, faisant claquer leurs mâchoires. « Elles vont attaquer !» murmura quelqu'un. « Regardez-les, elles sont affamées !» dit une autre voix apeurée. L'une des bêtes fit un bond et ses griffes claquèrent sur le ciment. « Non !» crièrent plusieurs voix en même temps. Serrés les uns contre les autres, nous tentions désespérément de nous dissimuler derrière le tas de bagages. Une deuxième bête, puis une troisième, rejoignirent la première. Colin leva le bras et jeta une pierre.
Elle rebondit avec un bruit sec. Les bêtes ne reculèrent même pas. Elles émettaient maintenant une sorte de grognement sourd. Colline lança une autre pierre. Cette fois, elle atteignit l'une des bêtes qui poussa un petit couinement de surprise, puis se remit à ramper vers nous. « Courons !» lança Vera d'une voix aiguë. « Venez, courons !» Personne ne bougea. « Elle court plus vite que nous !» dit Colline d'une voix sans timbre. Les grognements montaient, se changeaient en feulements. Puis, il se fit un étrange silence. Les bêtes, ramassées sur elles-mêmes, s'apprêtaient à bondir. « Courons !» répéta Vera. J'aurais bien obéi, mais mes jambes ne voulaient rien savoir. Je reculai de quelques pas, trébuchai, tombai en arrière et un éclair blanc me traversa le crâne quand ma tête heurta le sol de ciment. « Elles vont m'avoir, pensai-je. Je suis perdu. » J'entendis les hurlements d'assaut, le claquement des pattes griffues sur le ciment, les cris terrifiés qui s'élevaient autour de moi. Puis, alors je tentais désespérément de me remettre sur mes pieds. La première déflagration retentit. Je crus que la plateforme avait explosé, mais en me retournant, je vis un homme armé d'un fusil. Il tira de nouveau, et un peu de fumée blanche flotta un instant avant de se dissoudre dans l'air. Les effrayantes bêtes rouges disparaissaient au galop, la queue entre les pattes, en poussant de petits jappements plaintifs. « Ha 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 ! Regardez les cavaliers !» s'exclama l'inconnu. Alors seulement je remarquai derrière lui un grand autocar vert. Je me relevai en secouant le sable collé à mes vêtements. Maintenant, tout le monde riait, s'envoyait des bourrades en sautant de joie. Moi, j'étais encore bien trop tremblant pour en faire autant. « Ils ont filé sans demander le reste !» déclara l'homme d'une voix tonitruante en raccrochant son fusil à son épaule. Il me fallut une bonne minute pour reprendre mes esprits et réaliser que c'était l'autocar du camp qui venait nous chercher. Avec les hurlements des bêtes, nous ne l'avions pas entendu arriver. Mick avait l'air encore plus sonné que moi. « Ça va ?» demandai-je en lui entourant les épaules de mon bras. « Oui, oui, balbutia-t-il. Je crois que ça va. » Vera m'asséna une grande claque dans le dos. « Tu as vu, Axel, comme elles ont filé ces sales bêtes ?» Nous étions maintenant tous rassemblés autour de l'homme au fusil. Il était grand, large comme une armoire, avec un visage brûlé par le soleil, et presque chauve, à l'exception d'une petite couronne de cheveux jaunes. Il avait une énorme moustache et ses petits yeux noirs disparaissaient presque derrière une forêt de sourcils. « Bienvenue les petits gars !» lança-t-il de sa voix de stentor. « On m'appelle Oncle Hal, je suis le directeur du camp. Vous verrez, nous allons passer de bons moments ensemble. » Un murmure indécis s'éleva de notre petit groupe. Oncle Hal nous observa l'un après l'autre. Il portait un short vert et un t-shirt blanc orné du sigle du camp qui avait bien du mal à contenir son ventre proéminent. Deux jeunes gens, également vêtus de vert et blanc, descendirent de l'autocar. Je leur trouvai un air étrangement sérieux. « Allez, leur ordonna Oncle Hal, on embarque le chargement. » Il ne s'excusa pas pour son retard. Il ne fit aucun commentaire à propos des bêtes qui nous avaient attaqués. Il ne s'inquiéta pas de savoir comment nous nous sentions après toutes ces émotions. Les deux moniteurs commencèrent à charger nos bagages sans mot dire. « Ça m'a l'air d'être un bon groupe cette année, » clama Oncle Hal. « Montez, les filles, on vous laisse à l'entrée de votre camp, juste avant la rivière. Les garçons, c'est de l'autre côté. »« Qu'est-ce que c'était, ces affreuses bêtes ?» l'interrogea Ella. Mais Oncle Hal ne sembla pas avoir entendu la question. Comme nous commencions à grimper dans l'autocar, je cherchai Mick et le trouvai dans les derniers de la file. Il était encore pâle et tremblant. « J'ai vraiment eu très peur, avoua-t-il. Je tentais de le réconforter. « T'en fais pas, tout va bien maintenant. Ça sera super au camp, tu verras. »« Je meurs de faim, se plaignit-il. On n'a rien mangé depuis ce matin. » L'un des moniteurs l'avait entendu. « Tu auras moins faim quand tu auras goûté au menu du camp, lança-t-il. » C'était sans doute une plaisanterie. Nous nous entassâmes dans l'autocar. Je m'étais assis près de Mick et j'entendais son ventre gargouiller. Du coup, je me rendis compte que j'avais aussi faim que lui. J'avais vraiment hâte de voir à quoi ressemblait le camp de la pleine lune et j'espérais que le voyage ne serait pas trop long. J'interpellai Oncle Hal qui conduisait. « Est-ce que c'est encore loin ?» Mais il ne répondit pas. Je lançai une bourrade à Mick. « C'est super, vieux. On est en vacances. » Il eut un sourire un peu forcé. « En tout cas, je suis content d'avoir quitté cet endroit sinistre. À ma grande surprise, le voyage ne dura guère plus de 5 minutes. Juste avant la rivière, on laissa descendre les 4 filles. Vera me fit un petit signe de la main et je la regardais s'avancer avec Ella et les autres vers des bungalows disséminés dans une prairie. Puis l'autocar traversa un pont et s'engagea presque aussitôt dans une étroite allée de gravier bordée d'arbustes. À l'entrée de l'allée, une pancarte indiquait « Camp de la pleine lune ».
Je me demandais pourquoi le premier autocar ne nous avait pas conduits directement jusque-là. À travers la vitre, je découvris une rangée de bungalows et, au sommet d'une sorte de butte, un bâtiment plus important, probablement un réfectoire ou des salles de réunion. Au bout du pré, 3 jeunes moniteurs, eux aussi vêtus de vert et blanc, allumaient un feu, préparant apparemment un énorme barbecue. « Hé Mick, regarde !» dis-je en lui flanquant un coup de coude. « Je crois qu'on va se régaler. » Je me sentais soudain en pleine forme. Mick sourit. Il avait tellement faim que la simple idée de manger suffisait à le réconforter. L'autocar se rangea sur un terre-plein. Oncle Al s'extirpa de derrière le volant et lança de toute la force de ses poumons. « Bienvenue au camp de la pleine lune, les petits gars. Descendez et rassemblez-vous. On va vous désigner vos bungalows. Quand vous aurez installé vos affaires, on se retrouvera pour dîner autour du feu. » L'autocar se vida dans une joyeuse bousculade. On était tous heureux d'être enfin arrivés et de se sentir en sécurité. Je respirais une large bouffée d'air frais. Le terrain était entouré d'arbres verts et touffus. On entendait le clapotis de la rivière, mais on ne la voyait pas. On assigna le bungalow numéro 4 à Mick, Tom, Colin et moi. Je pensais qu'on aurait pu donner au bungalow des noms amusants, mais ils portaient seulement des numéros. C'était une sorte de cabane au plafond bas, éclairée par 2 fenêtres, juste assez grandes pour loger 6 personnes. 3 côtés étaient équipés avec des lits superposés. Des étagères et des casiers occupaient le 4e mur. Il ne restait au milieu de la pièce qu'un petit carré d'espace vide. Il n'y avait pas de salle de bain. Je me dis qu'il devait y avoir des douches quelque part ailleurs. L'un des lits paraissait déjà occupé. Il était fait au carré. Des magazines étaient posés sous la couverture verte, soigneusement tirés. « C'est sans doute la place de notre moniteur, » dit Tom. « Vous croyez qu'on va nous obliger à enfiler ces affreux t-shirts » s'inquiéta Colin. Il portait toujours ses lunettes miroirs, bien que le soleil fût pratiquement couché. Il réclama une couchette du haut et Tom occupait celle du dessous. « Est-ce que je peux prendre la couchette du bas ?» me demanda Mick. « Je remue beaucoup en dormant. J'ai peur de tomber de là-haut. »« Bien sûr, pas de problème, » dis-je. « Moi, j'aime l'altitude. »« J'espère que personne ne ronfle, » s'exclama Colin. « De toute façon, » répliqua Tom, « on n'est pas venu ici pour dormir. On va faire la foire toute la nuit, n'est-ce pas, les gars ?» Et il envoya une grande claque dans le dos de Mick, qui valdingua contre les étagères. « Hé !» cria Mick. « T'es cinglé ou quoi ?»« Excuse-moi, » fit Tom, « je ne connais pas ma force. » À ce moment, la porte s'ouvrit et un grand type maigre aux cheveux carottes et au visage couvert de taches de rousseur entra, tirant un grand sac en plastique gris. Il portait l'uniforme vert et blanc des moniteurs. « Salut les gars, » dit-il en renversant le sac sur le plancher. « Voilà les draps et les couvertures. Faites vos lits et qu'ils soient aussi impeccables que le mien. » Il désignait la couchette où étaient posés les magazines. « C'est toi notre moniteur ?» demandai-je. « Ouais, » grogna-t-il, « je suis l'heureux gagnant. » Il s'apprêtait déjà à sortir quand Tom l'interpella. « Et tu t'appelles comment ?»« Derek, » répondit-il en ouvrant la porte. « Vous pouvez ranger vos affaires dans les casiers vides et ne touchez pas au casier fermé à clé. C'est le mien. » Il sortit en claquant la porte derrière lui. Appuyé à la fenêtre, je le regardais s'en aller à longues enjambées. « Un garçon sympa, » murmura Colin avec un petit rire sarcastique. « Un vrai pote, » renchérit Tom. Puis nous nous sommes jetés sur le sac pour en extraire nos draps et nos couvertures. Tom et Colin se livrèrent un combat pour la possession d'une des couvertures qu'ils prétendaient plus douce que les autres. Je lançai un drap sur ma couchette et grimpai à l'échelle. J'avais le pied sur le dernier échelon quand j'entendis Mick hurler. Je faillis tomber de l'échelle. Je me laissai glisser à terre, le cœur battant. Les yeux écarquillés, la bouche ouverte, Mick reculait lentement. « Qu'est-ce qui se passe ?» dis-je. « Des serpents !» bégaya-t-il en désignant la couchette où il venait de jeter sa couverture. « Quoi ?» Je suivis son regard, essayant de percer la pénombre. J'entendis le rire sarcastique de Colin. « Ah non, mon vieux, trouve autre chose. » Ce doit être un tour de cet adorable Derek, plaisanta Tom. Il a fourré des serpents en caoutchouc dans les couvertures. « Ce n'est pas du caoutchouc, » insista Mick d'une voix blanche. « Ce sont des serpents, des vrais. »« Comment peut-on se laisser prendre à cette vieille blague ?» dit Tom en secouant la tête. Il fit quelques pas vers le lit et s'arrêta brusquement. « Hé !» Je m'approcha à mon tour et distinguai nettement dans l'ombre les 2 serpents qui déroulaient leur anneau, leur tête triangulaire dressée pour attaquer. « Ce sont des vrais !» cria Tom. « 2 serpents. Viens voir, Colin. » « Ils ne sont probablement pas venimeux, » présuma Colin en s'approchant à son tour. Les 2 reptiles, menaçants, émirent une sorte de sifflement en agitant leur langue. Ils étaient très longs, minces, et leur tête était plus large que leur corps.
J'ai très peur des serpents, murmura Mick. T'en fais pas, ironisa Tom. Ils ont sûrement encore plus peur que toi. Mais Mick n'était visiblement pas d'humeur à plaisanter. On devrait peut-être appeler Derek, dit-il. Pas la peine, déclara Tom. On va se débrouiller nous-mêmes. N'est-ce pas, mon pote? Et il flanqua à Mick une grande claque dans le dos. Projeté en avant, celui-ci perdit l'équilibre et tomba sur le lit. Les deux serpents eurent un vif mouvement de tête et je vis l'un d'eux refermer ses crocs sur sa main. Mick sauta sur ses pieds. D'abord, il resta sans réaction. Puis, il poussa un long cri. 2 gouttes de sang perlaient sur le dos de sa main droite et il les regardait, épouvanté. « Il m'a mordu !» gémit-il. « Je suis désolé, dit Tom en prenant Mick par les épaules. Je ne voulais pas. » Mick respirait avec difficulté, comme si une boule d'angoisse s'était logée dans sa poitrine. « Ça me fait mal !» murmura-t-il. Les serpents roulés au centre de la couchette sifflaient en balançant leur tête. « Il faut aller à l'infirmerie tout de suite, décida Tom. « Je viens avec toi. »« Ce n'est pas la peine, bégaya Mick, blanc comme un linge. Je peux y aller tout seul. » Soutenant sa main blessée, il sortit en courant et la porte se referma derrière lui avec un bruit sec. « Je n'ai pas voulu le faire tomber, » s'écria Tom en se tournant vers nous. « Je vous assure, je ne l'ai pas fait exprès. » Il avait l'air sincèrement désolé. « Qu'est-ce qu'on va faire de ça ?» demandai-je en désignant les serpents. « Je vais aller chercher Derek, » proposa Colin. « Non, attends, j'ai une idée. Regardez, dis-je. Ils sont au milieu du lit, sous la couverture, d'accord ?»« Et alors ?» fit Tom. « Alors, expliquai-je, en attrapant les coins de la couverture, on peut les emprisonner et les jeter dehors. » Tom me lança un regard étonné. « Pas bête. J'aurais aimé y avoir pensé le premier. Allez, on y va, les gars. »« 1 minute, protesta Colin. On risque de se faire mordre. » Je fixai les serpents et il me sembla qu'ils me défiaient du regard eux aussi. « Ils ne pourront pas nous mordre à travers la couverture, affirmai-je. »« Pas sûr, fit Colin. Si on fait vite, dis-je, ils n'auront pas le temps de réagir. »« J'aimerais bien savoir comment ils sont entrés ici, ces deux-là, » s'inquiéta Colin. « Peut-être que ce cambrouille de serpents, ricana Tom. Peut-être qu'on va tous en trouver dans nos lits. »« Bon, ça va, dis-je, sans quitter les deux reptiles des yeux. On ne pourrait pas être sérieux 2 minutes? On essaye, oui ou non? » « On essaye, approuva Tom. Colin restait silencieux. Désignant l'autre côté du lit, je décidai. Toi, Tom, tu prends ces coins-là. Moi, je prends les autres. Je compte jusqu'à 3 et on y va. Toi, Colin, tu nous tiens la porte grande ouverte. Et si ça marche pas? S'inquiéta Tom, soudain hésitant. Ça va marcher, affirmai-je, tentant de m'en persuader moi-même. Sans quitter les serpents des yeux, j'approchai prudemment. Prêt? Mon cœur battait si fort que j'eus du mal à compter. 1, 2, 3. En moins de 3 secondes, nous avions saisi les coins de la couverture et nous les avions rabattus, emprisonnant les bêtes qui se mirent à sursauter furieusement. « Il n'aime pas ça !» cria Tom tandis que nous sortions de la pièce en tenant à bout de bras le baluchon improvisé. Après avoir couru à toute vitesse jusqu'aux arbustes qui bordaient notre camp, il ne nous restait plus qu'à balancer notre horrible paquet le plus loin possible de toutes nos forces. Il s'ouvrit en tombant et les 2 serpents disparurent aussitôt sous le couvert des buissons. Tom et moi restions immobiles, le souffle court. « On devrait peut-être récupérer la couverture de Mick ?» dis-je enfin. « Ça m'étonnerait qu'il accepte de coucher dessous maintenant » fit Tom avec une grimace de dégoût. Pourtant, il alla la ramasser, la roula en boule et me la lança. De retour au bungalow, je vis que Colin avait fini de faire son lit et qu'il était en train de ranger ses affaires dans son casier. Il se retourna en nous entendant entrer. « Alors ?» demanda-t-il tranquillement. « Comment ça s'est passé ?»« Affreux, on s'est fait mordre tous les deux !» s'écria Tom. « Tu es le menteur le plus nul que je connaisse, » dit Colin en riant. Il se tourna vers moi, il ajouta. « Saluons notre héros !»« En tout cas, merci pour ton aide, » fit Tom, sarcastique. Colin s'apprêtait à répliquer quand la porte s'ouvrit. Le long visage tacheté de Derek apparut. « Qu'est-ce qui se passe ?» grogna-t-il. « Vous n'êtes pas encore installé ?»« On a eu un petit problème, » répondit Tom. « Où est votre copain, le petit gros ?»« Il s'est fait mordre par un serpent, dis-je. »« Il y avait 2 serpents dans les couvertures, » ajouta Tom. Derek n'eut même pas l'air surpris. Écrasant d'un air indifférent un moustique sur son bras, il demanda. « Et où est-ce qu'il est ?»« Il est allé à l'infirmerie, dis-je. Sa main saignait. »« Il est allé où ?»« Il est allé à l'infirmerie. » Renversant la tête en arrière, Derek éclata de rire. « À l'infirmerie ? Quelle infirmerie ?» À ce moment, la porte s'ouvrit et Mick entra, tenant toujours sa main blessée. « Il n'y a pas d'infirmerie » lança-t-il, l'air affolé. Voyant notre moniteur, il tendit vers lui sa main tachée de sang.
Derek, regarde. Le grand escogriffe aux cheveux roux se pencha pour tirer de dessous sa couchette une petite valise noire. Je dois avoir des bandages là-dedans, fit-il en farfouillant. Mick attendait, l'air désemparé. Des gouttes de sang s'écrasaient sur le plancher. Il n'y a pas d'infirmerie, répéta-t-il. Ici, répliqua Derek, quand on se blesse, on se débrouille. Il me semble que ma main a enflé, se plaignit Mick, la voix un peu tremblante. Derek lui lança un rouleau de pansement. La salle de bain est dans le dernier bungalow, au bout de la rangée. Va laver ta main et bande-la. Et dépêche-toi, c'est bientôt l'heure de dîner. Serrant le pansement dans sa main valide, Mick sortit précipitamment. Au fait, demanda Derek, comment avez-vous mis les serpents dehors? On les a emprisonnés dans la couverture, expliqua Tom. Et me désignant, il ajouta une idée d'Axel. Derek me lança un regard intéressé. Pas mal, mon gars. Tu as de l'astuce et du sang-froid. Je dois tenir ça de mes parents, dis-je. Ce sont des scientifiques. Ils partent souvent en mission pour plusieurs mois, dans des endroits sauvages encore inexplorés. Eh bien, on peut considérer le camp de la pleine lune comme un endroit plutôt sauvage, affirma Derek, d'un ton étrangement sérieux. Je vous préviens, soyez prudents. Il n'y a pas d'infirmerie ici, et oncle Hal n'a pas l'intention de vous câliner. Les saucisses qu'on nous servit ce soir-là étaient complètement carbonisées, mais personne n'y prêta vraiment attention. J'en engloutis une bonne dizaine en moins de 5 minutes. Jamais je n'avais eu aussi faim de ma vie. On avait allumé le feu de camp dans un large espace plat délimité par un cercle de pierres blanches. Non loin de là, on distinguait la ligne noire des arbres qui nous cachait la rivière. À travers les branches, j'apercevais la lueur dansante d'un autre feu. C'était sans doute le camp des filles. Je pensais à Vera et à Ella. Je me demandais si nous aurions parfois des activités en commun, si je pourrais les revoir. Ce dîner autour du feu avait mis tout le monde de bonne humeur, sauf Mick, qui avait du mal à manger avec sa main bandée. Elle était encore un peu enflée, mais il disait qu'elle ne lui faisait plus mal. On repérait facilement les moniteurs à leur tenue blanc et vert. Ils étaient 8, tous jeunes. Ils s'étaient mis un peu à l'écart pour le dîner, bavardant et plaisantant entre eux. Je fixai Derek un moment, mais pas une seule fois il ne se tourna vers nous. Je me demandais quel genre de type c'était. Était-il timide? Ou bien la compagnie de garçons de notre âge lui déplaisait peut-être? Soudain, oncle Hal sauta sur ses pieds et nous fit signe de nous taire. « Bienvenue au camp de la pleine lune, les petits gars, lança-t-il. J'espère que vous êtes tous bien installés. » Il parlait vite, sans la moindre pause, comme s'il récitait le même discours pour la 100e fois. « Il vous faudra respecter le règlement du camp, continua-t-il. D'abord, extinction des lumières à 9 heures. » Des grognements de protestation parcoururent l'assemblée. Oncle Hal continuait sans s'émouvoir. « Je sais ce que vous pensez. Vous vous imaginez que ce sera facile d'ignorer la règle et de sortir vous promener la nuit au bord de la rivière. Autant vous prévenir tout de suite, ce genre de comportement ne sera pas admis. Sachez que nous avons les moyens de vous faire obéir. » Il fit une pause, le temps de s'éclaircir la gorge. Quelques garçons pouffaient en se poussant du coude. Tom rôta bruyamment, ce qui les fit pouffer encore plus fort. Oncle Hal ne leur prêta aucune attention. « Comme vous le savez, le camp des filles est installé de l'autre côté de la rivière, continua-t-il en désignant la rangée d'arbres. On voit leur feu d'ici, que ce soit bien clair. Traverser la rivière à la nage ou en canot est strictement interdit. » Quelques bruyants soupirs de déception s'élevèrent, faisant rire tout le monde, même les moniteurs. Mais oncle Hal resta imperturbable. Les bois alentours sont remplis d'ours d'une espèce particulièrement dangereuse. Ils viennent le soir à la rivière pour boire et se baigner. Ils sont parfois affamés. La réaction ne se fit pas attendre. Autour du feu, qui mourait doucement, quelques petits rigolos se mirent à imiter le grognement de l'ours, tandis que d'autres faisaient semblant d'être terrifiés, poussant des cris aigus. Tout le monde éclata de rire. « Vous rirez moins quand un ours enverra votre tête roulée à 3 mètres d'un seul coup de patte, » déclara oncle Hal, impassible. Puis, se tournant vers le groupe des moniteurs, il appela. « Derek, Kurt, venez ici. » Tous deux sautèrent sur leurs pieds et vinrent rejoindre oncle Hal au centre du cercle. Montrez à ces jeunes huluberlus la conduite à tenir en cas d'attaque par un ours. Immédiatement, les 2 moniteurs se laissèrent tomber à plat ventre, couvrant leur tête et leur nuque avec leurs mains. « Voilà ce qu'il faut faire, » tonna oncle Hal. « Vous vous allongez au sol, vous protégez votre crâne et votre nuque, et surtout vous ne bougez plus. Merci les gars, vous pouvez vous relever. » Mettant mes mains en porte-voix pour me faire entendre, je criai. « Est-ce que quelqu'un a déjà été attaqué ?» Oncle Hal se tourna vers moi. « 2 personnes l'an dernier, répondit-il. Il y eut quelques exclamations.
Ce n'était pas beau à voir, continua oncle Hal. Il est très difficile de s'obliger à rester absolument inerte sous les pattes d'un ours. Mais si vous ne le faites pas... Il laissa le reste de la phrase en suspens, sans doute pour mieux nous permettre d'imaginer la scène. Je frissonnais. Je ne pouvais m'empêcher de me demander ce que c'était que ce camp dans lequel papa et maman avaient cru bon de m'envoyer. J'avais très envie de les appeler pour leur raconter toutes les choses étranges qui nous étaient déjà arrivées. Oncle Hal attendit que le silence se rétablisse. Puis, désignant un monticule à l'extrémité du camp, il dit « Vous voyez cette cabane là-bas » Dans les dernières lueurs du crépuscule, je distinguai une sorte de bungalow un peu moins grand que les autres. Il penchait bizarrement de côté, comme si le vent l'avait poussé dans la pente. « Regardez-la bien » tonna oncle Hal. « On l'appelle la cabane interdite. On n'en parle pas et on ne s'en approche pas. C'est clair ?» À nouveau, je frissonnais. Un étrange silence s'installa brusquement. On n'entendait plus que le craquement du feu et le bruit des bûches consumées s'effondrant au milieu des braises. Je sentis sur ma nuque la piqûre d'un moustique et j'abattis ma main pour l'écraser. Trop tard. « Je répète, » fit oncle Hal de la même voix tonnante. « Ceci est la cabane interdite. Elle est fermée et des barres ont été posées sur la porte pour en condamner l'accès. Personne ne doit en approcher. Vous avez entendu ? Personne. » Des rires nerveux coururent dans l'assemblée. « Pourquoi la cabane interdite est-elle interdite ?» demanda une voix. « On ne parle jamais de ça. »« J'ai bien dit jamais, » répliqua oncle Hal sèchement. Tom se pencha discrètement vers moi et me chuchota dans le creux de l'oreille. « Nous, on ira voir ça de plus près. » Je le regardais étonné. « Tu rigoles ou quoi ?» Mais il se contenta de sourire et ne dit plus rien. Oncle Hal termina son discours en nous souhaitant un bon séjour et en soulignant qu'il attendait de nous une participation enthousiaste. « Dernier point du règlement, » ajouta-t-il de sa voix sonore. « Vous devrez écrire à vos parents chaque jour, vous m'entendez ? Chaque jour, vous n'avez qu'à leur raconter toutes les activités passionnantes que le camp va vous offrir. » Je vis que Mick tenait de nouveau sa main blessée. « Ça me lance, » fit-il. « Derek a peut-être quelque chose à mettre dessus, dis-je. Viens, on va lui demander. » La veillée était terminée et oncle Hal nous envoyait nous coucher. Par petits groupes, les garçons se dirigèrent vers leur bungalow en s'étirant et en bâillant. Je restai avec Mick dans l'espoir d'intercepter Derek. Je l'aperçus qui discutait avec les autres moniteurs. Il les dépassait tous d'une tête. Mick appela. « Hé, Derek !» Mais le temps de traverser le groupe de garçons qui marchaient en sens inverse, Derek avait disparu. Il était peut-être allé au bungalow pour vérifier si on est bien en train de se coucher, suggérai-je. « Allons voir, » dit Mick d'une voix tendue. Laissant derrière nous le feu mourant où seules des braises rougeoyaient encore, nous longeâmes la rangée de bungalows jusqu'au numéro 4. « Ma main me fait très mal, » se plaignit Mick. « Je t'assure, je n'essaye pas de faire des histoires. Elle est enflée et ça me lance. J'ai des frissons partout, je crois que j'ai de la fièvre. » « Derek saura sûrement quoi faire, dis-je d'une voix aussi rassurante que possible. « Je l'espère, » souffla Mick. C'est alors que les premiers hurlements retentirent. C'étaient des cris hideux, effrayants, comme ceux d'une bête à l'agonie, et pourtant trop humains pour provenir d'un animal. De longs cris dont les collines semblaient nous renvoyer l'écho. Mick retint une exclamation et malgré l'obscurité, je lus la terreur sur son visage. « Ces cris, murmura-t-il, on dirait qu'ils viennent de la cabane interdite. »